Donc bonsoir à tous, je suis Dorian Marcelin, je suis le rédacteur en chef du média Aliancy. Merci de nous rejoindre ce soir pour cette émission consacrée aux questions qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas sur l'intelligence artificielle dans le cadre de notre communauté Aliancy Connect, qui réunit les acteurs qui orbitent autour du média. Elles sont nos membres qui nous suivent, nous découvrent pour certains d'entre eux, avec l'enjeu toujours de s'ouvrir un peu les chakras, d'essayer de faire un pas de côté sur les thématiques et d'être en commentaire quelque part aussi un peu plus lent de ce marasme technologique qui n'arrête pas de nous assaillir de partout, avec pas mal d'infobésité aussi, il faut le reconnaître, et auquel les médias contribuent largement, on pourra le dire comme ça. On a choisi de faire cet afterwork ce soir sur ce thème de rentrée évidemment incontournable lié à l'intelligence artificielle dans sa forme générative ou non, on y reviendra. Parce qu'il est difficile, quand on est journaliste déjà, de ne pas en manger matin, midi et soir. Et vous, en tant que spécialiste de la tech de manière générale, c'est la même chose. Cette démocratisation soudaine autour de l'IA générative qu'on a vécu depuis, on va dire, 2 ans, 18 mois, on l'a tous vécu à différents niveaux. On a l'enjeu de se dire... il peut y avoir beaucoup de bruit, essayons effectivement de prendre un peu de temps pour dire sur quoi on se concentre comme questionnement. Donc, on a décidé de réunir non pas des personnes qui se sont lancées dans l'IA depuis 18 mois, plutôt des gens qui ont regardé depuis des années le fonctionnement, l'évolution de ces enjeux d'intelligence artificielle. Je vais les présenter rapidement et je les laisserai ensuite développer un peu s'ils le veulent. Donc dans l'ordre, on a avec moi à ma gauche François Main, qui est le patron de Reglo.ai et qui a une longue expérience en tant que CTO, COO dans pas mal de boîtes, que ça soit surtout sur des pure players d'ailleurs liés au monde de l'internet, et y compris à l'étranger, dans la Silicon Valley, et plus globalement à l'international. Donc ça sera l'occasion de revenir sur cette évolution aussi pour un CTO de ce qu'on voit sur les modèles, et avec Reglo.ai, la possibilité maintenant d'accompagner finalement aussi ces boîtes dans leur parcours sur l'IA. Daniel Ishbia, qui est Bonsoir. journaliste, écrivain, auteur récemment de Qui es-tu, ChatGPT, un peu iconoclaste dans son parcours sur des sujets liés à la musique, aux jeux vidéo. Ça sera aussi notre caution, on va dire, plutôt grand public par rapport à nos invités qui seront plutôt sur la tendance B2B. Il a été par exemple rédacteur en chef de Comment ça marche. C'était entre 2010 et 2017. Voilà. Non, sinon, dans mes faits de gloire, j'ai sorti une biographie de Steve Jobs, qui a été numéro 1 des ventes, une biographie de Bill Gates, une de Mark Zuckerberg, un livre sur les robots, enfin bon, beaucoup de choses sur les de livres qui marchent, et ChatGPT, c'est presque Steve Jobs. On a également avec nous Olivier Debeny, qui est le patron de Lingua Custodia. Alors, là, pour le coup, après un parcours plutôt chez AXA, dans le monde financier aussi chez JP Morgan, vous avez fondé cette entreprise qui est spécialisée sur des sujets justement de traitement des documents, d'intelligence artificielle, depuis une dizaine d'années, dans le monde financier. Et sur des sujets donc très experts. Et à noter que vous avez été récompensé récemment, cet été, par la Commission européenne, du Large AI Grand Challenge porté par la Commission. Il y a en Europe eu seulement 4 gagnants, un en Lettonie, un en Belgique, un en Portugal et un en France. Donc vous êtes le gagnant qui nous a représenté pour la France. Donc merci déjà à tous les trois d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice que je sais pas facile,
dans la façon dont j'ai voulu tourner cette soirée et un peu la façon dont on allait discuter du sujet. Hein. Peut-être une première question en introduction pour se lancer, qui vous permettra de compléter la présentation si nécessaire. C'est à quand remonte votre intérêt sur l'intelligence artificielle et comment vous vivez du coup actuellement un peu le tumulte médiatique qu'il y a notamment autour de l'IA générative depuis quelques mois maintenant. François? Bon, moi, l'IA, c'est une vieille histoire parce que, en fait, moi, je l'ai découvert en stage ingénieur en 1984, où je travaillais chez Bull, la division d'architecture des machines pour l'IA. Bon, à l'époque, l'intelligence artificielle était différente de maintenant, c'est-à-dire que l'IA, c'était des moteurs de règles. On apprenait des règles à des machines et on partait du principe que... alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se posait les mêmes questions que maintenant. On se disait, mais si les machines connaissent toutes les règles du médecin spécialiste, il n'y aura plus besoin de médecins spécialistes. Oui, c'est plus le cas avec les LLM, justement. L'approche est différente maintenant. Oui, bah bien sûr. Et donc ça pour répondre à votre question sur mon premier contact, c'était ça. C'était à cette époque-là. Et c'est vrai que j'ai pu voir toute cette évolution fascinante, comme dit Daniel, où on est passé de moteurs de règles à des moteurs d'apprentissage qui, eux, vont découvrir les règles à partir des données, en fait. Et découvrir des règles qui vont comprendre, entre guillemets, d'une manière qui est peut-être très différente de la nôtre, en fait. Et votre avis sur, justement, depuis 2 ans, sur ce qui s'est passé? Alors, ce qui se passe... alors, d'abord, ça fait plus longtemps que 2 ans qu'il y a une véritable révolution. Et maintenant, on la voit éclater. Et je pense qu'on vit une époque qui est absolument fascinante. Donc, je crois qu'au contraire, il faut embrasser les opportunités et les choses formidables, tout en gardant la tête froide, comme vous le dites, et en essayant de comprendre comment le progrès, en gros, peut nous aider. Maintenant, le progrès, forcément, il y a 2 faces. Pourquoi est-ce qu'il y a des accidents de train? Il y a des accidents de train parce qu'il y a des trains. Il y a des accidents de voitures parce qu'il y a des voitures. Donc forcément... Il y a des accidents d'IA. Oui, mais la Google Car a moins d'accidents qu'un conducteur humain. Olivier, avant de venir sur peut-être l'avis de Daniel sur les aspects B2C qui sont regardés, Olivier, par rapport à votre propre expérience. Alors, moi, en fait, ça remonte à la crise de 2007-2008 financière, où à l'époque, j'étais dans une institution financière, où j'étais en charge d'une équipe globale dans une dizaine de pays qui s'occupait des relations clients. Et on s'est retrouvé en mode communication de crise pendant un certain temps, comme vous pouvez l'imaginer, à devoir faire de la communication multilingue sur des sujets très techniques. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les équipes se sont transformées en traducteurs internes, ce qu'ils ne voulaient absolument pas faire. Et donc, de là est venue l'idée de se dire, mais en fait, il faudrait une sorte de Google Traduction, mais qui est sécurisé et qui marche pour ce qu'on fait, parce que ça marche absolument pas pour des textes dans le domaine financier. Donc l'idée est venue de là, et j'ai commencé à m'intéresser au sujet avec l'idée de, en fait, il faudrait créer donc des moteurs de traduction automatique. Donc moi, je suis pas ingénieur à la base, je suis vraiment parti du problème. Et c'est là où j'ai découvert que la traduction automatique, en effet, ça existait avec des rule-based, avec des règles depuis les années 60 où il y a eu un hype, puis après ça s'est complètement effondré. Ensuite, ça a progressivement évolué sur des modèles statistiques où on regardait les mots les uns à côté des autres en créant des tas de bases pour voir comment ça pouvait fonctionner après. Puis après, on est passé au mode neuronaux, on traduisait les phrases d'un bloc. Donc ça s'est nettement amélioré. Donc c'est donc la société en fait que j'ai lancée à ce moment-là. Donc ça a été un long voyage. J'ai créé ça en parallèle à mon activité salariée pendant 3 ans. Alors, c'est pas forcément la bonne chose à faire pour des raisons capitalistiques et de croissance derrière. Si vous avez des idées là-dessus, on pourra en reparler. Et donc, c'est là-dessus que la société a été lancée. Donc, nous, on a créé des modèles spécialisés de traduction automatique par type de document avec des bases de données qui ont évolué avec le temps, qu'on a complètement créé from scratch nous-mêmes, et puis ensuite on a avancé, on a évolué sur les modèles de langue, les language models, puis maintenant on travaille sur les large language models sur d'autres applications que la traduction automatique. Voilà le journey. Daniel, vous avez cité, vous avez écrit
des livres et des biographies sur les grands hommes de la tech. Et du coup, qu'est-ce qui a justifié d'aller écrire ce livre Qu'es-tu ChatGPT? Est-ce que c'était la même logique finalement intellectuelle aussi derrière, de curiosité par rapport à ce qui en fait la différence? Mon premier livre sur l'intelligence artificielle, en fait, il date de 1996. Il s'appelait L'Empire invisible, la civilisation des objets intelligents. Parce qu'à l'époque, on voyait se développer les objets, enfin ce qui allait devenir l'IoT, l'Internet des objets. Et déjà dans le livre, il y avait la tentative de faire un petit peu comme les lois d'Asimov que vous devez connaître, qu'un robot doit essayer de protéger les humains, grosso modo. Il y avait les mêmes règles qui devaient s'appliquer aux objets intelligents. Ensuite, en 2004, j'ai écrit un pavé sur les robots. C'était chez Minerva, donc un livre énorme. Et puis, récemment, il y a eu ChatGPT, il y a eu Midjourney, Stable Diffusion. En fait, ce que tu disais, on est rentré dans la phase où l'intelligence artificielle, c'est pas de la réflexion, c'est un modèle statistique. Bien sûr, il y a les réseaux neuronaux grosso modo, cherchent à trouver à partir d'une masse de données gigantesque, que la force de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est le volume de données. Donc à partir de cette masse de données gigantesque, les réseaux neuronaux tentent de déduire des règles un petit peu, en anglais on dit by trial and error, comme on dit, de façon empirique. Donc c'est là-dessus qu'on est sur une nouvelle forme d'intelligence, c'est là-dessus qu'on peut avoir, de temps en temps vous demandez à Midjourney de vous dessiner, je ne sais pas, un hippocampe sur un avion et il va vous faire un hippocampe sur un âne. Vous n'avez pas remarqué, on sent qu'elle comprend pas complètement ce qu'on lui dit, mais de temps en temps, à force de la corriger, elle va faire ce qu'on lui demande. Parce qu'on est sur un modèle statistique. Voilà. Alors, ça évoque un des sujets, parce que là, il y a la dimension hallucination, il y a pas mal de choses qui ont été finalement très médiatisées depuis 2 ans. Les médias ont sorti plein de grandes questions. Je voulais commencer par ça. Avec votre recul, finalement, vous n'êtes pas intéressé à l'IA juste parce qu'il y a eu l'IA générative ces 2 dernières années. Quelles sont les questions aujourd'hui que vous voyez posées dans les médias et qui, quelque part, vous agacent le plus, où vous vous dites en fait, c'est un faux combat, on passe à côté des vrais questionnements ou des choses qui vont vraiment faire réfléchir, et il y a un peu peut-être une facilité intellectuelle de se dire parce que c'est nouveau, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui arrive, on surfe sur la vague. Est-ce qu'il y a comme ça des questions où vous dites là on est sur du faux combat, ou des pièges quelque part de réflexion? Moi, je partirais sur un sujet qui est la perception et l'évaluation d'un outil nouveau qui arrive, en fait. On va essayer, alors parce que c'était vrai aussi avec la traduction automatique, c'est vrai avec ChatGPT, au départ on essaye le truc, waouh, on pose une question, c'est génial, ça fait une super réponse très bien écrite. Alors, surtout au départ, la réponse très bien écrite, en fait c'était complètement n'importe quoi, mais c'était très bien écrit, hein. Donc du coup on avait, donc il y a toujours ce sujet du biais de l'évaluation de l'intérêt d'un outil. Et ça, la présentation, la façon dont c'est... Voilà, la forme est super importante. C'est vrai chez les humains aussi. Et voilà, et la forme de cet outil-là est très impressionnante. Ça fonctionne, ça répond comme si c'était quelqu'un qui répondait directement. Et donc, et par contre, les vrais challenges derrière, c'est tous les use cases qui existent, qui sont multiples pour ce genre de technologie, et quel est vraiment le vrai retour sur investissement, et parce qu'en fait on s'aperçoit en avançant qu'il faut quand même faire du réglage ou faire des spécifications particulières pour que ces technos-là aient un vrai retour sur investissement par rapport à des use cases particulièrement d'entreprise. D'autres questions qui agacent? Non, mais je crois, enfin, pour rebondir là-dessus, alors si je fais un petit pas de côté, je me replace en 1984, justement, quand j'ai découvert l'IA. À cette époque-là, au bureau, on avait tout un tas d'équipements de haute technologie. On avait des photocopieuses, on avait des imprimantes, on avait des fax. Enfin, on avait des choses extraordinaires qu'on n'avait pas à la maison. Les choses se sont inversées et la technologie du grand public, aujourd'hui, elle est très supérieure à celle qu'il y a en entreprise. C'est-à-dire, tout ce qu'on achète par soi-même, toute la technologie à laquelle on accède par nous-mêmes est supérieure à celle qu'on a au bureau, en général. Il y a des exceptions. Mais en général, c'est ça.
Et donc du coup, ce que ça nous dit, c'est que c'est en fait beaucoup plus difficile qu'on ne le croit de transposer l'expérience individuelle qu'on peut avoir avec la technologie en quelque chose de réellement utilisable avec un ROI en entreprise. Ça a été le cas pour Internet, ça a été le cas des réseaux sociaux, ça a été le cas de toutes les révolutions technologiques qu'il y a eu, et ça sera peut-être le cas pour l'IA. Donc l'IA, c'est plus difficile à mettre en œuvre en entreprise qu'on ne le croit. Voilà. C'est un point très valide. J'avais un entretien justement ce matin avec un client donc bancaire qui me disait, nous, notre enjeu, c'est que j'ai un stagiaire qui vient me sortir sur son téléphone portable, qu'il arrive à résoudre un problème que nous, on cherche à faire, et que c'est un abonnement à 30 €. Mais bon, et ça pose plein de problèmes pour nous en interne, sécurité de la donnée, comment est-ce qu'on gère ce truc-là, comment on intègre tous ces éléments-là. Et c'est un vrai sujet, parce qu'en effet, c'est un très très bon point de dire que la techno du grand public, accessible au grand public, ça a un impact fort par rapport à tout ça. À la maison, c'est mieux qu'au bureau. En tout cas, moi j'ai un peu une autre vision. Moi je trouve, je teste des outils d'IA semaine après semaine pour Futura Science et je suis bluffé semaine après semaine. Je peux vous dire, le grand problème que je vois, c'est que l'IA est presque trop bonne. Je vais vous donner un exemple très très simple. Là, je viens de sortir un livre sur Python, le langage de programmation. Donc je me suis fait une page web de présentation et à un moment j'avais mis le logo de Python. C'est juste un exemple très simple. Il n'était pas très beau et j'aime bien quand une page est esthétique, forcément elle attire beaucoup plus les visiteurs. J'ai demandé à Ideogram, une IA générative, de me faire un logo Python. Il s'est inspiré du logo Python et il m'a fait un truc sublime. Et le problème, il est là. Personnellement, j'ai accès, pour Futura Science, à la base de données de Adobe, où je pourrais prendre toutes les images que je veux. Depuis 1 an, je fais faire toutes les images par des IA génératives et le résultat est bluffant. Récemment, par exemple, on a eu un article qui a fait énormément de vues. Il a fait 470 000 vues parce que c'était le robot tondeuse le plus puissant du monde et c'était des taupes qui l'avaient terrassé. Et là-dessus, j'ai trouvé avec l'IA générative, maintenant beaucoup de gens trouvent les articles avec Google Discover, donc avec des belles images. J'ai pu faire une image virtuelle où les taupes avaient envahi la tondeuse. Ça n'existe pas dans la vérité. Mais c'était tellement bluffant qu'on a eu 470 000 visites. Moi, le problème de l'IA, il est là, et des gens me le reprochent des fois dans les conférences, c'est qu'ils me disent maintenant, vous ôtez le travail d'un graphiste. Je ne sais même pas si un graphiste pourrait faire tout ce que je lui demande aussi bien. Alors, vraie question, et je vais me faire on a intitulé cet after work toutes ces questions sur l'IA que vous n'osez pas poser, donc j'en avais préparé plusieurs en me disant je vais faire un peu le candide, ou en tout cas essayer de voir si ça pose des réactions. Alors déjà, première question qu'on n'ose pas poser, est-ce que si on fait pas de l'IA aujourd'hui, c'est une honte? Comme tout, quand il y a eu Internet, les gens qui n'ont pas voulu se mettre sur Internet, par exemple, le gars qui vendait ses chemises, moi je connais des gens qui n'ont jamais voulu se mettre sur Internet, il y avait des gens qui vendaient des chemises, ils ont décidé du jour au lendemain de faire une boutique et ils les ont vendues au monde entier. Je ne vois pas pourquoi on se priverait des atouts d'une nouvelle technologie. Olivier, c'est en B2B plutôt, ce côté honteux de faire ou pas de l'IA? Alors moi, honnêtement, quand je vois certains de mes clients qui arrivent en me disant on a 150 use cases qu'on a identifiés pour faire de l'IA, sur les 150, quand je regarde le truc, je me dis en fait vous en avez peut-être 12 sur lequel en fait il faut vraiment utiliser l'IA, sinon le reste c'est pas vraiment la peine. Et donc ça arrive à qu'est-ce que la définition de l'IA? Pour moi, quand un problème a une seule solution, c'est une calculatrice, c'est un logiciel. Si un problème a plusieurs solutions possibles et où il faut rentrer dans des jeux prédictifs avec des bases de données statistiques, etc., là c'est vraiment de l'IA avec un processus spécifique à mettre également en place. Et il y a la hype qui est là, où il faut aussi mesurer le coût énergétique également de l'IA qui est derrière. Et honnêtement, il y a quand même, moi je vois quand même ce phénomène où là les clients commencent à en revenir. Ils commencent à dire non mais en fait ça marche déjà très bien aujourd'hui avec des systèmes classiques rule-based, donc plus basés sur des règles. Pour moi, si c'est basé sur des règles, c'est pas vraiment de l'IA parce qu'il y a une règle qu'on peut établir, donc c'est que ça fonctionne. Et donc c'est simple, mais
Mais bon, le marché pousse un peu dans ce sens de la nouveauté. Est-ce que on imagine que effectivement, quand on a les Big Four ou les consultants qui présentent ces sujets-là, finalement, il faut faire de l'IA parce que sinon, c'est pas bien. Mais je crois que la réponse est presque contenue dans la question. En tant qu'entreprise normale, entre guillemets, la question, c'est pas est-ce que je dois faire de l'IA. L'IA, c'est un outil. Donc c'est un peu comme, moi je suis bricoleur, est-ce que je dois faire de la perceuse? Non, en fait. Je dois faire des étagères, je dois poser une porte, je dois faire quelque chose d'utile. Pour ça, je vais utiliser un marteau, des vis, une perceuse, des outils. Donc l'IA... Mais François, est-ce que en regardant une super pub à la télé d'une super perceuse, vous vous êtes pas dit un jour j'ai envie de faire une étagère? Je me dis, cette perceuse va probablement me permettre de faire mieux mon étagère. D'accord? Mais je dirais, là où on se perd en chemin, c'est quand on fait de la perceuse pour faire de la perceuse. C'est quand on n'est plus en train de faire l'étagère. Alors moi j'ai fait beaucoup. Moi j'ai fait beaucoup d'IA dite normale, de l'IA, du machine learning. Quand on fait du machine learning sur des données, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les données et si on peut trouver la réponse dans les données en disant il suffit de regarder ça et il n'y a pas besoin d'algorithme, d'IA, de quoi que ce soit. Ici on a la réponse, on a gagné. Donc et je pense que c'est ça. La difficulté, c'est qu'on risque de se perdre en chemin en étant trop ingénieur, en fait, en voulant utiliser les nouvelles technos, alors que le but, c'est de faire tout simplement des projets utiles. Ça va peut-être me faire ma transition sur ma deuxième partie, mais Daniel parlait tout à l'heure des métiers qui disparaissent ou qu'on accuse en tout cas de dire vous allez les faire disparaître à utiliser l'IA. Aujourd'hui, pour vous, c'est une question sur laquelle ça mérite de passer du temps de réflexion, de se dire finalement quels sont les métiers qui vont disparaître, ou est-ce qu'on la tourne mal et que c'est plutôt quels sont les métiers qui vont s'adapter ou qui vont se créer sur le sujet? Parce que ça, on l'entend beaucoup finalement médiatiquement. Moi, j'avoue que j'ai un très gros souci avec l'IA, c'est que jusqu'ici, les technologies se faisaient des substituts. Le gars qui vendait ses chemises dans une boutique, maintenant, il les vendait en ligne, donc c'était un substitut. Le problème de l'IA, j'ai pas la réponse. C'est que c'est pas un substitut, c'est un remplacement. Dans le magazine d'Aérochute, il parle de on va être grand remplacé. Mais bon, la boutade. Mais c'est vrai que moi, par exemple, mon épouse fait de la traduction. Elle a eu récemment un éditeur qui l'appelle pour lui dire, au lieu de lui demander de traduire un livre, il a dit « J'ai traduit ce livre avec ChatGPT, est-ce que vous pourriez le reprendre ?» Bien sûr, pour un tarif 3 fois moindre que si elle l'avait fait. Et elle n'a pas voulu, parce que c'est toujours d'ailleurs beaucoup moins efficace de reprendre quelque chose qui a été fait par un autre que de commencer à zéro. Mais donc, beaucoup de traducteurs maintenant se plaignent que les traductions, franchement, je dis pas pour traduire un grand auteur américain, mais si vous voulez faire un manuel de photocopieur, vous pouvez le confier à ChatGPT, il fera un travail, mais c'est quand même des jobs qui disparaissent. Et pour l'instant, on en parle beaucoup avec des collègues journalistes, on ne trouve pas qu'est-ce qui va remplacer ça. J'ai un copain journaliste qui a une bonne théorie, c'est que ça va être le retour de l'artisanat. Les métiers artisanaux vont reprendre beaucoup de poils de la bête. Les métiers artistiques, mais encore... Moi, je veux vous avouer que j'ai eu un choc, parce que je pensais qu'il faudrait 10 ans avant que l'IA fasse une chanson vraiment époustouflante. Eh ben, il y a une chanson qui a fait 1,1 million d'écoutes sur suno.ir qui s'appelle, vous pouvez l'écouter, elle s'appelle Mistletoe and Missing You. Moi, ce qui m'a vraiment troublé, c'est que c'est une chanson qui est tellement bien que j'ai eu envie de la réécouter. Je l'ai déjà réécoutée 10 fois. Et je ne pensais pas que ça arriverait. Alors ça, sur la vision grand public, sur la vision B2B, ce sujet de la question de disparition de métiers, remplacement ou création de nouveaux métiers, ça vous paraît être une question qu'on pose trop ou qu'on pose pas assez? Alors, je pense qu'il y a déjà une question de timing. Je me rappelle d'une discussion que j'avais avec un ami qui dirigeait une société d'assurance pour les voitures en 2010.
Et je le voyais et il me disait, bah, écoute, là, on est en discussion avec le board pour voir comment on va complètement faire pivoter la société. Et faire complètement autre chose. Je dis, mais pourquoi tu veux faire autre chose? Il m'a dit, parce que c'est évident, il y a toutes les études qui disent qu'en 2015, quasiment plus de la moitié des voitures seront en conduite autonome. Donc nous, en tant que société d'assurance voiture, ça va être compliqué et donc il faut qu'on fasse autre chose. Et du coup, je suis un peu plus modéré déjà sur la vitesse d'adoption de ces outils. C'est quand même, c'est pas aussi rapide qu'on le dit, donc c'est un premier élément. Il y a beaucoup de force, il y a l'aspect humain nous on fait beaucoup de webinars chez nous, auprès des salariés de nos clients, où on arrive parfois à avoir 800 personnes qui viennent pour savoir qu'est-ce que c'est un LLM, on explique avec les possibilités, les limitations, les risques, les opportunités, etc. Et ça commence à être adopté, mais vraiment tout doucement. L'adoption générale, c'est quand même que c'est pour avoir des gains de productivité qui permettent du coup de dégager du temps sur d'autres choses qu'on arrive toujours quand même plus ou moins à trouver. Après, évidemment, il y a certains métiers et certaines fonctions qui sont plus touchées que d'autres. Par rapport aux traducteurs, du coup, moi j'ai eu à gérer quand j'ai lancé la boîte et que moi je ne connaissais pas du tout l'univers des traducteurs. Naïvement, quand j'ai lancé la boîte sur le marché en 2015, je m'étais dit, bah, je vise les banques, mais les banques, ça va mettre 4 ans à avoir les premiers clients. Les premiers marchés, ça doit être les agences de traduction. Ils ont tout fait pendant 3 ans pour essayer de nous tuer, en fait, parce qu'ils voyaient ça comme un vrai danger derrière. Je me prenais des œufs aux conférences par les traducteurs, qui se levaient en m'insultant dans les trucs. Donc, il y avait une vraie résistance. Puis ensuite, progressivement, on a vu ceux, par contre, qui adoptaient et qui voyaient l'adoption de ce genre de technologie pour leur permettre d'aller plus vite, de prendre plus de volume, sans forcément dire d'ailleurs qu'ils utilisaient ces technos aux agences de traduction qui les utilisaient. Donc, c'est comme tout, et il faut être clair qu'il y a un aspect de créativité. Il y a toujours quand même énormément de limites à l'IA encore aujourd'hui, même si le truc, je pense tout à l'heure un exemple, quand vous faites, même restons sur la traduction, les clients viennent en disant est-ce que c'est bon à quoi, à 90, 15%, 98%, 99%. Je dis mais attendez, vous faites un document de 200 pages, il y a un endroit où au lieu de mettre c'est un montant net, il va dire en fait il lui dit c'est un montant brut. L'impact ça peut vous coûter des millions, et c'est juste un truc de 3 mots. Est-ce que c'est bon à 99,999% ou à 0%? Et du coup, il faut que quelqu'un relie. Et pourquoi ça fait cette erreur-là? Parce qu'il y a une balise à l'intérieur du document qui fait que le truc est mal vu. C'est pas la machine qui est mauvaise au niveau du modèle, c'est juste un problème technique de formatage. Il y a tous ces aspects-là qui sont autour aussi. Toute la tuyauterie qui va autour. Il y a la recherche et l'ingénierie. Et la problématique d'ingénierie reste très très lourde. Et de même qu'on peut aussi être pollué avec des sets de données. On n'en a pas encore parlé, de la donnée qui nourrit les modèles. Et pendant très longtemps, à un moment donné, Google Translate, en fait, se nourrissait des sites traduits par Google Translate. Donc c'est pour ça que la qualité était vraiment devenue très très mauvaise. Et c'est un vrai sujet de trouver de la donnée de qualité pour entraîner les modèles. La deuxième partie de cet échange que je voulais avoir, c'était l'inverse, pas les questions qu'on a tendance à poser un peu de manière candide, justement, quand on ne connaît pas le sujet, mais celle que vous estimez qu'on ne pose pas assez aujourd'hui, ou que les gens ne se posent pas assez, qui est la suite logique finalement de ce que vous avez commencé à décrire. Est-ce qu'il y a des points par rapport, typiquement François, quand vous expliquez aux entreprises ces mythes autour de l'IA générative, il y a des surprises que vous avez, des questions où vous vous dites pourquoi vous ne posez pas ces questions-là? Oui, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, l'expérience qu'on peut avoir à titre personnel en utilisant Mistral ou ChatGPT est tellement bluffante qu'on peut croire, on a l'illusion en fait qu'on va être capable de résoudre tous les problèmes très rapidement, sans passer de temps, sans qu'il y ait de projet, sans qu'il y ait d'investissement, et on va avoir ces fameux use cases d'IA qui vont faire qu'on va pouvoir gagner 20% de rentabilité quasiment en claquant dans les doigts. Or, la réalité, c'est dans une entreprise, le changement, quel qu'il soit, et surtout si c'est de l'innovation, parce que là on parle de projets qui sont innovants, ce sont des projets. Et innover, c'est difficile, et c'est long, et c'est un savoir-faire. Et c'est un savoir-faire de projet.
Et c'est vrai que moi, ce que je croise beaucoup dans l'entreprise, cette croyance que l'IA, ça va marcher tout seul. Et donc forcément, après, il y a des déceptions, puisqu'on se rend compte que non, en fait, c'est plus compliqué que prévu, la mise en place est plus complexe que prévu, et bien sûr, parce que reproduire l'expérience bluffante qu'on peut avoir pour faire quelque chose qui marche avec les contraintes de l'entreprise, c'est du boulot. Voilà. Et est-ce que tout le monde comprend finalement la différence, on va dire au niveau conceptuel, fondamental qu'il y a entre justement un modèle d'IA et du software par exemple, une approche software plus classique, parce que c'est un peu les exemples que vous preniez en disant la dernière nouveauté prend le pas, et en fait ce qui pourrait être fait en IA générative pourrait être fait d'une autre façon, mais on peut descendre assez loin dans la... Après, peut-être que l'entreprise, faut peut-être pas qu'elle essaye de comprendre ça. Je crois que l'entreprise, il faut qu'elle se concentre sur ses intérêts, le but qu'elle cherche à atteindre, et derrière qu'il y ait des ingénieurs qui trouvent la route la plus courte qui permette d'atteindre les résultats attendus. Et une fois de plus, dans la boîte à outils, il y a plein de choses, dont des LLM, de l'IA, etc., qui sont des outils parmi d'autres. Daniel, vous voulez réagir? Oui. Moi, je vais au travers de quelques anecdotes, je vais vous exposer mon point de vue sur ChatGPT. C'est que c'est comme si vous aviez 10 000 experts à votre disposition. Vous avez des experts dans plein de domaines. Je vais vous donner quelques exemples vécus qui sont assez incroyables. Et donc, il faut considérer que c'est un collègue de plus que vous avez dans votre boîte. Moi, quand j'écrivais le livre « Qui es-tu ChatGPT ?», j'avais appelé un entrepreneur qui allait lancer un produit et il cherchait un nom pour son produit. Est-ce que vous savez que pour créer des noms de marques, vous savez combien ça coûte? Enfin, vous devez le savoir sans doute. Ça coûte entre 12 et 24 000 euros. Et là, on a posé la question... Alors, quand vous parlez à un expert, vous ne lui dites pas « quelle voiture je devrais acheter ?» Vous lui dites « voilà le style de voiture que je recherche, tel cylindrée, j'ai 3 enfants, etc. » Vous allez lui dire le budget. Vous allez faire une très longue requête à un expert. Et là-dessus, il va vous donner la réponse. C'est pareil pour ChatGPT. Mais donc là, cet entrepreneur me décrit dans le détail, je lui pose plein de questions, le produit qu'il allait lancer. On a posé la question à ChatGPT et on a été, pendant 10 secondes, on a été vert. Je ne sais pas si c'était un coup de bol, mais ChatGPT nous a généré donc gratuitement un nom qui était tellement hallucinant. Le gars m'a dit « Est-ce que tu peux me laisser quelques temps? Là, il faut que j'aille le déposer tout de suite. » Et c'est vrai que le nom que ChatGPT avait trouvé faisait qu'on avait l'impression que le produit bénéficiait de centaines de milliers d'années de science de la nature. Tout ça en un nom, hein. C'est incroyable. Et que donc c'était un produit auquel on pouvait faire confiance parce que le nom qu'il avait trouvé évoquait tout ça. Et ça, bon, ça c'est pas toujours que ça va arriver. Moi, j'ai un autre exemple. Vous savez, donc dans Futura Science, on regarde quels sont les mots-clés qui marchent bien. Il y avait forcément dans les jeux vidéo Tetris et dans la programmation Python, c'est des termes très recherchés. On s'est dit, tiens, il m'a dit, tu vas nous faire un programme, comment programmer un Tetris en Python. On a les 2 mots-clés qui sont ce qu'on appelle des clickbait, enfin bon, très recherchés. Je fais le programme, il plante. J'appelle des experts en programmation Python, et ça, pendant 2 heures, on tourne en rond, et de guerre lasse, j'ai mis le code à ChatGPT, qui m'a trouvé la solution, qui m'a dit voilà, l'erreur se trouve ici, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et là, j'ai été tellement bluffé que ce jour-là, j'ai fait un post Twitter, j'ai dit je sais pas où on va. Mais bon, ChatGPT m'a résolu un problème que des experts en programmation n'arrivaient pas à résoudre. Daniel, il y a un point sur lequel je veux réagir que vous avez cité, c'est le côté, comme si c'était le super collègue qui avait la réponse à tout, un collègue comme un autre quelque part et qui s'entend bien. Donc on a dit qu'on posait les questions qu'on n'ose pas poser habituellement. Est-ce que du coup c'est le collègue avec qui je m'entends mieux parce que sur les brainstorming c'est plus facile qu'avec avec les autres collègues qui comprennent pas le principe? Est-ce que c'est celui qui est plus facile à onboarder finalement pour l'entreprise?
Enfin, en 2 mots, c'est pas tant ça, c'est que si on lui pose... Moi, j'ai vécu un jour, quand j'étais étudiant, une situation. J'étais en fin de vacances. Imaginez, vous êtes à San Francisco, vous devez prendre l'avion le soir, il vous reste $50 ou quelque chose comme ça. J'ai voulu voir ce qui se passait, j'ai posé la question à ChatGPT, je lui ai dit, voilà, je suis à San Francisco, je dois passer la journée, il me reste $50, je dois pouvoir aller jusqu'à l'aéroport, je voudrais passer une journée, je dois pouvoir déjeuner, et je lui ai dit le style de nourriture que j'aime bien. Il m'a trouvé une solution à $35, les transports compris. Il m'a organisé toute ma journée. Je veux dire, c'est vraiment... Là, ce que ça implique, c'est le côté, finalement, il faut savoir poser la bonne question. Exact, c'est ça. Et c'est plus intéressant peut-être que de se dire, de se mettre dans l'optique de comment je crée de la valeur en trouvant la bonne question ou en me faisant moi-même interroger. Je pense que c'est un exemple qui a été cité par ce genre de technologie, plutôt que d'avoir une approche assez standard. Le temps passe, donc j'aimerais aborder un autre questionnement que j'avais sur ces sujets-là. C'est finalement le contexte marché, j'y revenais tout à l'heure. On a l'impression, alors là je vais parler en tant que journaliste, puisque depuis 2 ans on reçoit plus que des communiqués de presse nous annonçant qu'il y a des fonctionnalités d'IA générative dans les logiciels, peu importe, quel que soit le sujet, de toute façon il en est question et ça arrive et c'est merveilleux. Alors je comprends conceptuellement l'intérêt d'en parler à des fins de communication. Est-ce que les éditeurs de logiciels, dans votre perception et par rapport à vos expériences professionnelles, savent aujourd'hui vers où ils vont avec l'IA, le modèle, on parlait de ROI, le modèle économique qui va en dépendre potentiellement, et pourquoi est-ce qu'on doit vraiment éprouver absolument le besoin de dire aujourd'hui qu'on fait de l'IA de toute façon? Alors, il y a... parce qu'en effet, tout le monde dit qu'il fait de l'IA, donc aujourd'hui. Il y a pour moi une catégorisation qui est assez simple. Il y a 4 niveaux. Hein. Okay. Vous avez le premier niveau, sont des sociétés qui font du front-end sur un chat GPT. Donc en gros, ils redécorent le truc et ils vous disent, voilà, on est une boîte, on fait de l'IA. Donc c'est juste chat GPT qui est plugué derrière. Deuxième niveau sont les boîtes qui ont un petit peu plus d'expertise, qui sont capables de travailler sur du prompting, qui sont capables de bien comprendre un petit peu comment ça fonctionne, travailler sur des sets de data, d'essayer de voir un peu comment mieux faire fonctionner la chose, là où il y a des limitations, qui connaissent ça. Et donc c'est un deuxième niveau. Ensuite, vous avez un troisième niveau, qui là commence à être nettement plus complexe. Ce sont les sociétés qui ont l'expertise pour... ce qu'on a dit, fine-tuner des modèles de fondation. Donc fine-tuner, ça veut dire être capable de réentraîner pour une tâche bien précise ou pour un type de langage bien précis des modèles souvent en général open source. Ça c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et enfin, vous avez le dernier niveau, qui est la capacité, comme un Mistral ou comme Facebook, de créer un modèle de fondation. Alors le prix européen que nous on a récupéré, c'est pour nous permettre de créer notre premier modèle de fondation là-dessus. Et si on revient sur, en fait, un LLM, c'est quoi? Un LLM, c'est pas compliqué. Enfin, ça a des tâches en fait. Ça peut faire certaines tâches qu'on a cité tout à l'heure. Vous parliez d'aller chercher de l'info. C'est de l'extraction d'informations qui peut être soit sur le web pour trouver votre tarif pas cher pour un restaurant, soit sur de la donnée privée. On va parler d'outils de RAG pour aller chercher dans des procédures de l'information en question. Alors là, il faut faire gaffe si on met ça sur ChatGPT parce que du coup, ça devient public. Donc il y a de l'extraction, il y a de la traduction, il y a de la réécriture, il y a du résumé. Et c'est très intéressant de voir, donc ce sont ces nouvelles technos où on se dit, waouh, ça peut faire toutes ces tâches-là. Et une anecdote que j'ai moi aussi par rapport à un client qui m'a fait énormément rire, parce que du coup, il se retrouve avec cette nouvelle toolbox. Il faut qu'on fasse un truc. Et donc, les gars, ils me disent, ah oui, on est parti, on a lancé tout un projet pilote pour le résumer via l'IA. Je les regarde, je dis, mais ils sont complètement fous. Pourquoi? Parce que du coup, ils m'ont décrit la suite derrière à laquelle je m'attendais. Et ils m'ont dit, ouais, on s'est fait complètement défoncer en fait parce que on devait résumer de gros volumes de données pour la gestion, et on leur a quand même dit que il fallait quand même tout relire avant. Et donc le gars dit, bah vous êtes gentil, mais si je dois tout relire les documents en source pour vérifier que le résumé il est bon, le résumé il me sert plus à rien. Donc ça sert à rien de faire ça. Donc c'est typiquement le mauvais use case pour partir là-dessus quoi. Donc et ça c'est du vécu sur cet aspect-là. Mais l'important c'est ça en fait, c'est bien choisir le type de tâche pour lequel on veut le faire, et le type de langage aussi. Parce que les LLM aujourd'hui ça marche très très bien en anglais, interrogez-le en serbo-croate, ça fonctionne peut-être un peu moins bien. François, sur la perception du marché et la tentation
de ce monde de l'édition de logiciels aussi, de surfer sur la vague, le niveau de maturité et d'approche finalement à long terme sur le modèle économique que ça implique pour eux? Enfin, déjà, les entreprises du logiciel, je pense qu'elles disent ce que leurs clients ont envie d'entendre. Je pense que si les clients se focalisent sur comment faire des projets utiles, malins, qui génèrent du ROI, etc., la communication ira dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une sorte de bulle de communication de l'IA. Tout le monde a envie d'en parler, tout le monde a envie d'être là, mais ce qui peut se comprendre, parce que c'est vrai qu'on vit quand même une révolution technologique. Enfin, technologiquement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vrai que c'est bluffant. Ce que tu disais, c'est vrai que c'est très impressionnant. Donc moi, je comprends qu'on ait envie d'en profiter. Voilà. Mais après, le rôle de l'entreprise, c'est de garder la tête froide et de dire non, c'est les intérêts de l'entreprise d'abord. Et son intérêt, c'est pas forcément d'utiliser la dernière techno, c'est de faire des projets utiles. Après, tout à l'heure, vous parliez de est-ce que ChatGPT est mon meilleur ami ou mon meilleur collaborateur? Alors, moi, je l'ai beaucoup utilisé sur les tâches créatives, pour écrire du code, pour écrire des emails, pour écrire des articles, pour écrire des choses. On pourrait se dire, mais en fait, ChatGPT va peut-être remplacer les journalistes. Pourquoi pas? Parce qu'il saurait écrire des articles. Alors, ce qu'il y a, c'est que on voit quand même, en regardant un peu plus, que ce sont des modèles qui ont été entraînés pour trouver le mot suivant. Trouver le mot suivant le plus probable. Donc, à la longue, un collègue qui vous sort toujours le mot suivant le plus probable est en fait assez chiant, si on réfléchit bien. Hein. C'est vrai. Et moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé après avoir fait une utilisation massive d'IA générative pour du contenu créatif. C'est pas très fun. Hein. Donc, c'est certainement un collègue intéressant qui a plein de connaissances parce qu'il a lu tout ce qui était numérisé en gros, mais par contre il nous surprend pas. Voilà. Il y a un besoin de suivi de l'actualité qui est aussi très très important pour suivre. Un exemple que je ramène à la traduction automatique, qui est là le même sujet. Lorsque Theresa May est devenue Premier ministre de Grande-Bretagne, on a un client qui parlait d'elle systématiquement en mettant PM May pour Prime Minister May, P.M May. Le modèle, il voit ça, il se dit PM après-midi, May, c'est un mois, c'est forcément une date. Il y a une erreur dans le texte d'entrée, c'est une date, parce qu'il avait encore jamais vu de texte, parce qu'elle venait juste d'être nommée, il n'y avait jamais eu de texte qui parlait comme ça de PM May. Et donc ça c'est valide pour tous les modèles d'IA, en fait, ce genre de choses. Il y a toujours aussi un besoin de continuer à nourrir, et en fait on revient sur le sujet de la data. Pour moi, le gros sujet sur lequel on va de plus en plus se pencher, surtout au niveau des entreprises, c'est la gestion de la donnée et comment avoir sa data la plus adaptée, la plus propre et la plus structurée possible pour pouvoir le mieux exploiter ces modèles. Messieurs, merci, on va tenir le timing et je vous remercie pour ces interventions et ces éclairages. En tout cas, on peut les applaudir. Merci à tous.